Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la 3e année consécutive, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois pour cette première émission 3 invités venus évoquer avec nous la formation, et notamment l'adaptation des formations aux métiers d'art et aux métiers du patrimoine au service du développement local des territoires. Je vais vous présenter nos 3 invités. Donc tout d'abord à ma gauche, monsieur Olivier Malmouche. Bonjour. Bonjour, vous êtes verrier à la Canne et administrateur d'Atelier d'Art de France. C'est cela, oui. À vos côtés, Florence Babix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, représentante de l'Association des architectes du patrimoine, Oui, mais vous avez également enseigné à l'école de Chaillot pendant 20 ans. tout à fait. Et enfin, Géraldine Cauchy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ENAMAC, une association filière laine. Tout à fait. Alors peut-être pour commencer, peut-on rappeler pourquoi est-ce que la formation des métiers d'art et du patrimoine est liée au territoire ? Je vais peut-être commencer. Le bâti des régions de France est multiple et il est totalement lié au territoire, au sol, à la géographie, aux matériaux, au climat même qui le supporte et évidemment à la culture également qui se perpétue et qui le caractérise. Donc il est totalement lié, il suffit de traverser les régions pour se rendre compte d'est en ouest, finalement il n'y a pas grand-chose à voir d'un bout à l'autre du pays. Donc c'est la meilleure illustration. Pour les savoir-faire également sur les métiers d'art. Oui, bah, je partage tout à fait. Nous, on est implanté dans une région historique du tapis, de la tapisserie d'Aubusson. Et on a aussi à la fois une filière tapisserie, mais une filière laine. Et automatiquement, la formation est extrêmement liée à cette tradition de métiers artisanaux et métiers d'art implantés dans le territoire. Je suis complètement d'accord. En fait, je pense que chaque région a une entrée matière. Une entrée matière qui, d'où découle une formation, d'où découle un style, d'où découle une culture régionale. Et je pense que le lien, il est essentiellement là. C'est-à-dire qu'effectivement, en Bretagne, on travaille le granit, et pas dans ma région. Dans l'Est, on travaille le verre, chez moi aussi, parce qu'il y a eu des verreries un petit peu partout. Mais voilà, à Dieulefit, on travaille la céramique. Et comme vous pouvez nous l'expliquer, il y a des endroits où on travaille la laine, parce qu'effectivement, c'est une entrée matière. Je pense que ça fait partie du patrimoine culturel des régions. Et alors, est-ce que les centres de formation sont aujourd'hui répartis sur les territoires, justement, pour réussir à se former à tous ces métiers, ces savoir-faire ? Alors, il y a des centres de formation qui sont répartis partout sur le territoire. Est-ce que les centres de formation sont bien répartis ? Ça, c'est une autre question. Moi, pour ma part, par expérience, j'ai un apprenti, donc je suis en Occitanie, je suis mon 14e apprenti. Son centre de formation est à Nancy, ce qui est une aberration écologique, ce qui est une aberration économique pour un atelier, ce qui est une aberration économique pour mon apprenti aussi, parce que ça veut dire que quand il se déplace, il faut qu'il trouve un logement. Enfin bon, voilà, je pense que là, il y a une très mauvaise répartition et il serait grand temps que le territoire s'appuie justement sur l'économie territoriale des ateliers pour faire une formation plus intelligente et plus sensée. Est-ce qu'il y a une notion d'écosystème justement autour de ces centres de formation qui pourrait leur permettre de se développer et puis d'être très ancrés sur leur territoire ? Peut-être pour compléter, c'est vrai qu'il y a une mauvaise répartition, mais nous, par exemple, on en jouit parce qu'il se trouve qu'on est un centre de formation assez unique, implanté dans une région très enclavée. Et on a commencé, nous on vient du loisir créatif, et on est allé vers la formation professionnelle continue, parce qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire venir 1 jour, 2 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois. Et petit à petit, on est allé vers la certification de formation, parce qu'on s'est rendu compte que oui, on avait beau être dans une région très enclavée, on arrivait à faire venir et à faire rencontrer l'écosystème du territoire. Et ça, c'est devenu très intéressant. Alors, concernant les architectes, la donne est un petit peu différente, c'est-à-dire que
Ce qu'il faut acquérir, ce sont des connaissances déjà généralistes et ensuite surtout une méthode, un état d'esprit, une façon d'aborder le patrimoine. Et donc, en fait, la formation des architectes du patrimoine, elle est centralisée à Paris, à l'école de Chaillot, qui, depuis la fin du 19e siècle, a mis en place progressivement un cours spécialisé. Donc il s'agit d'une spécialisation pour les architectes au-delà du diplôme. Elle accueille néanmoins des architectes de toute la France. Parce qu'elle est organisée justement pour être compatible avec une activité professionnelle. Donc c'est 2 jours tous les 15 jours. Et puis ça, ce sont les cours. Mais il y a beaucoup de travail personnel, il y a beaucoup d'ateliers, de moments où les choses se passent dans les régions. Donc c'est une formation qui forme finalement à travailler le patrimoine dans toutes les régions, y compris dans d'autres pays. Et qui accueille donc des architectes de toutes les régions qui ensuite retournent, évidemment, restent travailler. Donc le maillage n'est pas évidemment équivalent. Il y a plus d'architectes en région parisienne que dans d'autres régions, mais quand même, il y a vraiment des foyers et des réseaux importants. Moi, pour compléter un petit peu mon propos, je pense que le territoire a un maillage économique qui est en lien avec les ateliers. Ce maillage économique, alors c'est difficile à percevoir pour l'État parce qu'on n'a toujours pas de code APE, donc difficile de faire une cartographie de ce qu'est un métier d'art et de ce qu'il peut apporter ou de ce qu'est un atelier dans sa spécificité ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est le premier point, c'est le point important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit recensé pour qu'on puisse participer sereinement et efficacement à cette formation. Et après, ce maillage économique, une fois qu'il est recensé, ce maillage d'atelier, une fois qu'il est recensé, eh bien, il doit rentrer dans l'économie de ce qu'est une formation. C'est-à-dire qu'on doit s'appuyer sur le savoir de ces gens, sur leur connaissance de l'atelier, sur leur connaissance de la matière, parce qu'ils sont installés depuis très très longtemps. Et comme ça, on peut avoir une formation efficace sans faire en sorte qu'on se retrouve à faire 1000 km pour 15 jours de formation, quoi. Et 15 jours de formation scolaire, quoi, tout simplement. Et je trouve que c'est très dommage. Mais ça veut dire que ça va changer un petit peu aussi le statut des ateliers. C'est-à-dire que moi, la formation, j'en fais depuis très longtemps, mais je ne suis pas prestataire de l'État. Donc, il y a un statut aussi qu'il va falloir définir dans ce cadre-là aussi. Oui, parce que vous recevez des apprentis dans votre... Oui, moi je fais de la formation par alternance depuis très très longtemps parce que c'est dans mon ADN de former et de transmettre. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, si par exemple j'étais recensé pour être le référent, par exemple pour une formation particulière dans mon domaine d'activité, c'est pas le même cadre, hein. On rentre dans autre chose, c'est-à-dire que je mets à disposition mon atelier pour une formation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les centres de formation, ils ne peuvent pas dispenser toutes les formations. Une formation dans le verre à chaud, par exemple, ça coûte très cher, c'est très onéreux, et je comprends qu'on s'appuie au moins sur le maillage qu'il y a sur le territoire et qui pourrait permettre de faire ça, en fait, assez facilement du reste. Oui, parce que c'est intéressant, quand on travaille la matière, de pouvoir aussi aller se former peut-être dans différents ateliers un peu partout. Bah, c'est plus qu'intéressant, c'est même vital, je pense. C'est même vital. C'est comme ça qu'on construit son patrimoine professionnel, c'est-à-dire sur la différence et sur l'expérience. Il n'y a pas de secret, hein. Si on ne touche pas la matière, on n'a pas de patrimoine professionnel. Mais dans votre domaine du verre, un jeune, où peut-il se former en fait, en dehors chez des gens comme vous? En fait, il y a le lycée d'enseignement professionnel à Yzeure, qui est l'école nationale du verre, donc c'est région centre. Et après, il y a Vannes-le-Châtel, qui est dans l'Est, et il y a Sarrebourg, qui est aussi dans l'Est, et il y a un centre, il y a une école du verre en région parisienne, ou dans Paris, mais qui est un petit peu différente. Après, un jeune qui est sur un territoire, qui s'inscrit dans ce territoire, qui veut à un moment ou à un autre s'installer sur ce territoire, parce que aussi il y a une culture verrière. Je ne vois pas l'utilité de l'envoyer à Nancy pour faire une formation. À partir du moment où on peut faire de l'alternance sur son territoire, et parce qu'on a cette identité, en fait, c'est ce qui fait société, en fait. C'est ce qui permet de faire société. Maintenir une activité sur un territoire, c'est vital pour le territoire. Oui. Donc c'est la meilleure façon que de la maintenir, en fait. Bien
bien sûr. Et donc, il peut trouver un accueil en alternance. L'alternance, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. Il passe 5 semaines dans mon entreprise et après 15 jours en centre de formation. Vous vous rendez compte pour une entreprise que ça représente 15 jours d'absence de la personne qui est avec vous pour travailler. Oui, bien sûr. Donc ça a aussi un coût. C'est un coût économique et structurel pour l'entreprise qui est extrêmement important. Mais oui, bien sûr. Géraldine, est-ce que vous pouvez nous parler de la formation dans la filière laine, dans votre domaine? Oui, alors comme nous, c'est une petite filière. En fait, on a peu de formations spécialisées laine. En fait, on a des formations textiles, mais avoir vraiment une entrée laine et une entrée matière. D'ailleurs, une entrée matière qui privilégie les laines françaises, les laines régionales. Il n'y a pas beaucoup de centres de formation, mais c'est surtout des artisans, comme vous le disiez, qui forment dans leur atelier parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont un engagement, parce qu'ils en ont vécu, ils ont réussi à en vivre toute leur vie et à un moment, ils ont envie de transmettre ou ils sont encore vraiment en pleine activité et ils donnent du temps pour ça. Donc, ce sont des petits ateliers qui donnent actuellement un peu partout en France, mais surtout, bien sûr, aux endroits où il y a des traditions textiles, traditions lainières. Donc, endroits montagneux, par exemple. Mais c'est vrai qu'avoir se dédier, avoir cette entrée matière, je pense que c'est une rareté. Mais nous, on pense que c'est un enjeu d'avenir, de relocalisation. Et c'est pour ça qu'au-delà de la formation, on est un réseau d'entreprises et on va bien plus que sur la formation pour structurer l'écosystème dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi une valeur du tutorat aussi, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un dans votre atelier pendant X temps, on dépasse le cadre de la formation qui est en lien avec la matière. C'est-à-dire qu'on parle de l'entreprise, on parle du matériel, on parle des fournisseurs, on parle de quantité de choses. Et ça, c'est un vrai lien qu'on n'a pas dans une formation classique, en fait. Donc l'échange de professionnel à professionnel est vital en termes de formation. C'est vital, il n'y a pas 50 solutions. Et du reste, tu le traduis très très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, cette entrée matière sur le territoire, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, si je me suis installé où je suis, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y avait des verriers dans cet endroit-là, quoi. Tout simplement, parce que pour moi, ça a du sens professionnellement, mais ça a aussi du sens culturellement. Et ça fait partie du patrimoine de la région et du territoire. Et autant le développer, parce que après, effectivement, c'est un vecteur touristique, c'est un vecteur économique. Il faut pas que les territoires, il faut pas que les régions négligent vraiment son histoire. Je vais rebondir sur la formation de professionnel à professionnel parce que c'est exactement l'identité de Chaillot, de l'école de Chaillot, qui est quasiment unique au monde dans ce type d'enseignement. C'est-à-dire que les élèves, ils ont de 7 à 77 ans, élèves entre guillemets, et les professeurs, entre guillemets, le matin, ils sont sur leur chantier de monuments historiques, prestigieux ou non, ou petit patrimoine, et l'après-midi, ils sont à Chaillot à expliquer à leurs confrères comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait, pourquoi, etc. Et les élèves entre eux, entre guillemets, les architectes élèves, eux aussi, en fait, ils sont élèves, mais ils sont à la fois des professionnels, et donc ils communiquent énormément. Et ça n'a pas de prix. Ça existe nulle part ailleurs. Ça nous isole un peu des universités, du monde universitaire. Alors il y a aussi des enseignants universitaires, évidemment, les historiens. Mais cette caractéristique d'enseignant de professionnel à professionnel, elle est également dans le patrimoine architectural, la formation des architectes. Justement, je trouve que c'est très intéressant cette formation de professionnel à professionnel, justement pour entrer dans l'écosystème de la profession plus facilement, peut-être pour connaître les interlocuteurs, que ce soit les fournisseurs dont vous parliez tout à l'heure, ou peut-être des entreprises sur des territoires bien localisés, qu'on peut ainsi se conseiller les uns les autres. Oui, moi je pense que c'est... Mais ça se fait tout naturellement en fait. Ça se fait tout naturellement. Je pense que on a du lien avec les professionnels de notre corporation, c'est une évidence. Moi, c'est souvent qu'on m'interroge sur une technique, sur une façon de faire, sur une possibilité ou pas.
Enfin voilà, avant, très souvent, j'ai des collègues qui, et moi ça m'arrive aussi, hein, avant de réaliser quelque chose, on se renseigne, on se dit bon comment tu ferais. En fait, c'est une formation continue de toute manière. Être professionnel des métiers d'art, on est en formation continue constamment. Moi, quand je reçois un apprenti, forcément il a une demande différente. Parce que lui, il a une optique différente. Il faut que je m'adapte. Et je me suis formé grâce à mes apprentis, hein. Ça m'a permis, ça m'a fait avancer, ça m'a obligé à. Donc voilà, on est dans l'obligation de donner une réponse, donc c'est important, quoi, hein. Mais oui, de toute manière, oui, c'est très naturel que de se renseigner et de demander. Enfin, bon, c'est mon point de vue, mais. Et sur l'ancrage culturel, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, sur le faire société aussi sur les territoires. En quoi est-ce que les métiers d'art et peut-être les métiers du patrimoine peuvent aider à cela, à constituer faire société ensemble? Alors moi je vais peut-être poursuivre ce qu'on disait à l'instant, mais juste pour parler de ce côté de renforcer peut-être un écosystème, faire du lien entre les professionnels. Nous on a eu 2 vecteurs, on a eu cette approche filière laine qui a permis d'être sur finalement une thématique non concurrentielle entre des professionnels qui ont eu la curiosité de qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe en aval, et finalement on a réussi à réunir des professionnels qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas. Et je dirais que grâce à cette confiance, on a réussi à aller plus loin dans un deuxième temps, puisque depuis 2018, on a un label d'État qui s'appelle l'IG, l'indication géographique tapisserie d'Aubusson. On n'aurait pas pu le faire comme ça de but en blanc. Je pense qu'il y avait eu déjà une certaine confiance entre plusieurs acteurs. Et on a réussi à aller beaucoup plus loin en créant cette marque partagée qui impose maintenant de travailler vraiment en partenariat rapproché. Donc voilà, ce sont aussi des outils qui existent, qui se mettent plus ou moins spontanément en action, en mouvement. Mais nous, on a réussi par une association un peu qui dézoomait vraiment le tapis, la tapisserie en ayant cet axe filière, matière. Et puis après, avec un label qui nous permet maintenant de travailler vraiment main dans la main entre les différents acteurs. Et ça oui, je trouve que ça a pu apporter vraiment ça a bousculé un peu tout le monde au niveau de l'écosystème. Est-ce que l'ancrage culturel est une question qui peut vous intéresser aussi, justement sur le fait que donc dans les territoires, on peut faire société ensemble autour de ces savoir-faire, des métiers d'art, se retrouver Je pense qu'on revient à une réalité qu'on a connue il y a quelques décennies, hein. Moi, il me semble évident que si on prend la problématique par le prisme économique, un atelier sur un territoire, c'est le maintien déjà d'une activité économique, c'est la valorisation d'un patrimoine bâti, qui peut être après des fois en difficulté, mais qui justement parce qu'il y a une activité économique, ça draine du flux, ça draine des personnes, ça draine de l'achat, ça draine de la restauration, ça draine des entreprises qui viennent s'installer après aussi parce qu'ils sont en lien avec cette restauration. En fait, faire sens, déjà économiquement, ça me semble tellement évident, quoi. Donc voilà. Et les gens moi, si j'ai ma démarche culturelle par rapport à mon métier, je pense bien qu'un restaurateur dans le patrimoine bâti, il a la même démarche. En fait, on s'inscrit pas dans un territoire où on n'est pas installé dans un territoire comme ça par hasard, parce que tiens, on a vu la lumière, on s'est arrêté. C'est pas comme ça. C'est une vraie vocation, c'est une vraie envie, et c'est en lien avec notre culture personnelle déjà, avec notre culture familiale aussi très souvent. Et après, par rapport à ce qui nous rapproche à des valeurs humaines, à des valeurs professionnelles, et voilà, on s'inscrit dans ce territoire complètement. Donc, pour moi, c'est une évidence. Restaurer du patrimoine bâti, ça implique d'avoir l'écosystème dont on parlait, c'est-à-dire d'abord des maçons, des tailleurs de pierre éventuellement, voilà, la carrière pas trop loin, mais aussi un charpentier pour consolider une ferme, mais aussi un tuilier. Et toutes sortes d'artisans, des plâtriers. Après, on va avoir
de la terre cuite. Enfin, voilà. Puis après, on va passer aux aspects plus second œuvre, les menuisiers qui sont très importants. Hein. Menuiserie de fenêtres, menuiserie de volets, menuiserie intérieure. Enfin, restaurer un patrimoine bâti, même vernaculaire, même pas classé, inscrit monument historique, c'est 10-12 compétences. Et qui en plus, justement, font vraiment société sur le chantier, s'éduquent finalement, s'informent les uns les autres. Nous, on apprend beaucoup, nous, architectes, on apprend énormément, évidemment, sur l'échafaudage. Hein. On a un langage commun, on connaît, on a suffisamment de connaissances pour comprendre ce qu'on nous dit. Voilà, c'est juste les clés qu'on a, et après ça permet de discuter, ça permet de faire un petit croquis et de se mettre d'accord sur un détail de construction, sur une finition, voilà. Et puis c'est vraiment, ça fait société, oui, tout à fait. Ouais, et puis moi je rajouterais que autant d'activités sur un territoire et autant de liens par rapport à, vous voyez, juste par exemple, il y a une maison à restaurer ou il y a un patrimoine à restaurer. Mais autant d'activités qu'il y a autour, c'est autant de formations qui doivent se faire. C'est-à-dire que plus cet écosystème va être valorisé, plus il va être visible aussi, parce que j'en reviens encore une fois avec cette histoire de code APE et de code NAF et de reconnaissance des professionnels. Dans ce secteur-là, c'est déjà quand même très important. Quand on aura identifié ça, déjà on pourra identifier le besoin de formation. Pour l'instant, on a pris un petit peu... Il y a un besoin de formation, mais voilà, qui est-ce qui écrit les référentiels, comment ça se passe, tout ça, c'est quand même très compliqué pour l'instant. Hein. Voilà, donc pour moi, commençons par ça déjà, ça serait déjà très très bien. Mais voilà, la moindre action dans un écosystème, c'est autant de demandes et de besoins. Donc effectivement, c'est autant de formations qui sont disponibles et qui doivent permettre à un territoire d'être valorisé, de pouvoir continuer. En fait, le lien, il est indissociable en fait. Il est vraiment indissociable. Pour moi, c'est tout simplement mécanique, en fait. Et puis on ne peut pas négliger la sensibilisation auprès du public, auprès des habitants. Quand on commence à restaurer une façade ou à faire, ne serait-ce que remettre en état une menuiserie ancienne, ça fait tache d'huile. Hein, ça intéresse, ça sensibilise et ça valorise. Moi, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire que les gens sont fiers de leur territoire. Hein. Et il suffit de peu de choses pour qu'ils s'en emparent, en fait. Dans leur patrimoine, il suffit de peu de choses pour qu'ils s'en emparent. Hein. Juste pour... je partage aussi, et c'est vrai que finalement, dans ce que vous décrivez, on a bien cette notion de filière dont je parlais, qui nous est chère, parce qu'on se rend compte que la filière vient enrichir toujours plus cet écosystème et fait plus que société, je dirais fait territoire aussi. Et c'est là où on a cet ancrage d'un jeu d'acteurs spécialisés en lien avec une culture territoriale. Et là, on commence à avoir une possibilité, un horizon vraiment très ouvert sur ce qu'on peut réinstaller, comment on arrive à réactiver une économie sur un territoire. Et ça, je crois que c'est clé aussi pour les métiers d'art qui je ne sais pas s'ils se portent bien, mais nous, en tout cas, on a observé que sur la filière laine, il y a vraiment eu une évolution favorable, un vrai dynamisme, un essor, et puis, je dirais même une montée en compétences des professionnels. Donc la formation, elle vient aussi accompagner un dynamisme, plus de gens qui veulent se former, mais aussi des formations de plus en plus qualitatives. Et ça, c'est aussi important pour maintenir cette bonne évolution. Parfait, je vous remercie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, juste, oui, les métiers d'art, c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, mais bon, voilà. Hein, moi, je suis installé depuis 40 ans, j'ai toujours connu la crise, donc il n'y a pas de surprise, en fait. Je veux dire, on s'adapte tout le temps, et c'est ce qui fait notre force, justement. Ce pouvoir d'adaptation, c'est la force des métiers d'art, et justement, ça devrait être la force économique d'un territoire. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, hein, en fait. La résilience. Mais ouais, moi je pense que notre activité est indispensable pour la culture et pour le patrimoine de nos territoires.
Et moi, je terminerai en disant que le patrimoine, c'est le futur. C'est durable, on est exactement dans la réutilisation, dans la proximité. Enfin, tous les paramètres sont là pour être dans la bonne voie. Et donc, il faut soutenir le patrimoine, bien sûr. Si j'ai le droit aussi à une conclusion, Mais je dirais que sans les métiers d'art, on aurait vraiment plus de vitalité dans la ruralité. Et voilà. Sûr, oui. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour ces intéressants échanges. Merci à vous. Je vous laisse retrouver cette émission et toutes celles tournées au cours du Forum du patrimoine sur notre site Atrium, mais aussi sur le site de nos partenaires Ateliers d'Art de France et la Fondation François Forêt. Merci et à bientôt.